Un, deux, un, deux. Vous êtes en live, monsieur. Voilà. Bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, donc, il s'agit de voir, ou plutôt de faire un tout petit retour en arrière pour présenter non plus uniquement un concept clé de la sociologie politique, à savoir la citoyenneté et la démocratie, mais je me propose pour cette séance, donc au cadre des enseignements de licence 2 en direct, disons, et j'espère bien que nous aurons l'occasion de pouvoir échanger dans le cadre de prochains échanges, notamment sur Zoom. Alors, je voudrais revenir sur une idée qui me semble importante à avoir en tête en sociologie politique. C'est l'idée selon laquelle, justement, les précurseurs de la sociologie, et donc bien avant la fondation de la discipline, bien avant les fondateurs, les précurseurs de la sociologie étaient finalement largement et en grande partie des précurseurs de la sociologie politique, puisqu'ils menaient des réflexions, des analyses, ils proposaient des analyses concernant le fonctionnement de la réalité sociale, concernant le fonctionnement de la société, en termes, je dirais, philosophiques, mais non plus une philosophie idéaliste comme dans l'Antiquité, non plus une philosophie religieuse comme jusqu'au milieu du Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, mais une philosophie politique. Alors, je voudrais apporter un certain nombre de réponses, et dans le cadre de cette quatrième séance, eh bien, participer à votre acquisition de ce que l'on a coutume d'appeler les notions de base de cette science, de la sociologie politique. Pardon. Et ainsi, donc, participer à ce que je crois être à la fois la définition de la sociologie en général et de la sociologie politique en particulier. Alors, donc, je vous propose aujourd'hui un retour, une sorte de socio-histoire de la sociologie politique. En tout cas, ce sera le titre de la présente séance. Et donc, quand nous proposons dans un enseignement des éléments d'histoire, c'est pour l'essentiel pour revenir à la genèse de la discipline. Et quand on veut revenir à cette genèse, eh bien, il me semble important de se mettre d'accord d'emblée sur un certain nombre de définitions, encore une fois, non pas de mots, non pas de simples notions, mais
effectivement, définition de concept. Donc, pour définir les concepts, il s'agit, la plupart du temps, de revenir, là encore une fois, à l'étymologie. La sociologie est donc, on le dit, on le répète à longueur d'enseignement, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, la sociologie est ainsi une science dont la définition même, sur le plan en tout cas de l'étymologie, nous permet d'associer, et c'est effectivement un aspect, je dirais, assez insolite comme association, ça nous permet d'associer le latin et le grec. Je rappelle ainsi que ce terme, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer dès le premier semestre en histoire et théorie de la sociologie, ce terme est forgé à partir de deux racines. D'un côté, effectivement, on retrouve le mot latin societas, la société, mais aussi socius, le social. Le mot latin, ces mots latins, eh bien, sont, on pourrait presque dire, mariés avec l'autre terme grec, logos. Socius, societas, logos, discours sur la société, discours sur le social. En fait, le premier terme qui renvoie effectivement au mot français « société » est compris comme étant, et là je cite les dictionnaires d'usage, dictionnaires de français classiques, d'usage courant des mots, le Grand Larousse par exemple, qui définit la société comme, je cite, un ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé. Ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé. La société, c'est aussi, et je cite encore le dictionnaire, le milieu dans lequel quelqu'un vit et qui est caractérisé par ses institutions, ses lois et ses règles. Je répète, milieu dans lequel quelqu'un vit et qui est caractérisé par ses institutions, ses lois et ses règles. On ne peut pas être plus clair dans le sens même du mot société, dans le sens du mot societas. Il s'agit véritablement d'une société politique. Le logos, à son niveau, renvoie, en grec bien sûr, au discours. Logos, logie. Psyché, l'âme, par exemple, ou la conscience individuelle. Logos, psyché, logos, psychologie. Biologie, etc. Ce terme même de logos, eh bien, dans son sens le plus logique, dans son acception la plus logique, désigne un ensemble de phrases, un ensemble de propos, un ensemble d'énoncés liés entre eux. Des propos, des phrases qui sont liés entre eux, justement par une logique particulière, une logique spécifique. Une logique faite de règles. Les règles, par exemple, orthographiques. Faite de règles et de lois.
et qui apporte justement des informations sur des objets ou des idées. Alors, l'association des deux mots, societas ou socius, et logos, nous amène finalement à penser que la sociologie serait finalement une discipline, bien sûr, mais la sociologie serait les énoncés, seraient constitués d'énoncés basés sur des règles précises qui portent effectivement sur un ensemble de connaissances des ensembles humains qui vivent en groupes organisés. Puisque la société, on l'a vu, concerne justement cette vie sociale, concerne précisément le milieu dans lequel on vit, et ce milieu caractérisé par des lois, par des règles, par des institutions, la sociologie serait donc effectivement constituée d'un certain nombre d'énoncés, de phrases, de propos qui concernent justement la connaissance des ensembles humains vivant en groupe organisés. Fin des guillemets. La sociologie, et a fortiori la sociologie politique, pourrait donc, de ce fait, renvoyer à une définition, tout simplement, celle de la science. La sociologie peut donc être définie, tout simplement, comme étant une science. La sociologie, comme étude scientifique des sociétés humaines, et bien sûr, pour reprendre la phraséologie chère à Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française, la sociologie définie comme science des faits sociaux. On le voit, nous ne pouvons pas ne pas renvoyer, en tout cas quand on réfléchit à la dénomination même de sociologie politique, à la dénomination même de sociologie, nous ne pouvons pas ne pas renvoyer à l'une des toutes premières utilisations de ce terme, en 1836, utilisé par Auguste Comte, le père, dit-on, du positivisme en France, la philosophie positiviste. Au début de ces réflexions, de ces analyses, de ces recherches, celle d'Auguste Comte, au début de ces recherches qui portaient sur les lois évolutives de la société, les lois de l'évolution des sociétés, au tout début, Auguste Comte avait nommé la discipline, rappelons-le, la physique sociale. Ce terme de physique sociale tire bien sûr la raison de cet usage, son fondement, dans le fait que la sociologie se consacre d'emblée à l'analyse, à l'interprétation des phénomènes sociaux, exactement comme le fait, justement, la science de la nature, la biologie par exemple. La sociologie doit décrire les faits sociaux tels qu'ils existent.
Il s'agit pour le sociologue de donner à voir le fonctionnement de la société telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne. Et non pas telle qu'on aimerait qu'elle fonctionne, telle qu'on croit qu'elle fonctionne, telle qu'on souhaiterait qu'elle fonctionne. En effet, la sociologie décrit les faits sociaux tels qu'ils existent, et ce, sans aucun jugement de valeur. Et là, je renvoie à l'idée que j'ai eu l'occasion d'évoquer précédemment concernant la sociologie comme discipline scientifique. Je renvoie à l'idée chère à Max Weber, sociologue allemand, selon laquelle il faut toujours préférer la valeur du jugement, la valeur des jugements au jugement de valeur. En effet, donc, peu avant la genèse, la production, la naissance de la sociologie, eh bien, et je dirais même bien avant, on étudiait le fonctionnement social, on étudiait les faits sociaux, mais sous un angle philosophique. On pourrait presque dire sous un angle philosophique et moral. Le résultat, eh bien, de cette approche philosophique et morale de la société, finalement, ce qui donnait comme résultat une idée de ce qui devrait être, et non de ce qu'elle était en réalité, la société. Les croyances religieuses, les croyances métaphysiques prenaient ainsi le dessus dans cette étude. C'était une étude basée sur un raisonnement a priori. Un raisonnement a priori et une méthode beaucoup plus déductive. Mais cette appellation fut utilisée, l'appellation, je veux parler bien sûr de la physique sociale, fut utilisée par un astronome et mathématicien belge appelé Adolphe Quetelet. Adolphe Quetelet, auteur d'un livre intitulé « L'homme et le développement de ses facultés » et en sous-titre « Essai de physique sociale ». Essai de physique sociale, Adolphe Quetelet. Ce livre date de 1835. Adolphe Quetelet a consacré sa vie, presque, on pourrait le dire ainsi, à l'analyse quantitative, à l'analyse statistique de phénomènes sociaux. Il a étudié, par exemple, la démographie. Il a aussi étudié la criminalité. L'étude de Quetelet devait donc se faire, pour l'essentiel, par l'observation des faits. L'observation des faits sociaux. Et il s'agissait pour lui, il s'agissait pour l'auteur, donc pour le mathématicien, l'astronome, physicien, il s'agissait donc pour l'auteur de proposer, suite aux observations, une interprétation, et ce, par des théories explicatives. Ainsi, si Auguste Comte fut bien l'un des tout premiers à utiliser le terme sociologie, on va faire comme si, on se met d'accord là-dessus, la paternité lui en revenait, le terme de forgé, dit-on,
en histoire de la et théorie de la sociologie par Auguste Comte, eh bien, Auguste Comte, s'il a été l'un des tout premiers à utiliser le terme sociologie, ne peut en aucun cas, de mon point de vue, être considéré comme le père fondateur de la discipline. D'abord, je crois que la sociologie comme science avait pris naissance bien avant lui, bien avant Auguste Comte, pour évoluer à travers les œuvres d'un certain nombre de penseurs à ce sujet. Précisons que ces penseurs pouvaient être aussi bien des penseurs occidentaux que des penseurs arabes. Et j'évoquerai tout à l'heure la figure de Ibn Khaldoun, né en 1332 et mort en 1406. Ibn Khaldoun, IBN, plus loin, Khaldoun. Chacun d'entre eux, chacun de ces auteurs, posait en fait un jalon, apportait une pierre à l'édifice de la discipline. Sur la voie, justement, de la production d'une nouvelle discipline, et par le choix, en tout cas, de méthodes propres, justement, à l'analyse scientifique du fonctionnement de la société, des méthodes propres à l'analyse scientifique des faits sociaux. Alors, vous comprendrez aisément que nous ne nous en tenions pas à l'actualité immédiate, à l'actualité contemporaine, dans cet enseignement de sociologie politique, qui bien sûr consiste à décrire, à interpréter, à analyser le fonctionnement de la société contemporaine, mais précisément, dans un tel enseignement de sociologie politique, on ne peut pas ne pas revenir sur la genèse, justement, de cette sociologie. Sociologie qu'on va considérer comme moderne, dans la mesure où l'histoire de la sociologie moderne remonte justement à l'évocation, à l'analyse, à l'interprétation de trois grands auteurs, au moins, mais pour aujourd'hui, j'ai sélectionné donc Ibn Khaldoun, que je viens d'évoquer, suivi par Machiavel, et enfin par Montesquieu. Mais je me dois de respecter la vérité épistémologique, la vérité philosophique, donc la vérité scientifique, en avouant que c'est bien Aristote qui a été le premier à lancer justement cette réflexion, à lancer les premiers jalons, les tout premiers jalons de la sociologie politique. Alors c'est tout naturellement que je commencerai petit a par Aristote, ensuite petit b Ibn Khaldoun, petit c Machiavel et petit d. Il m'a semblé utile de compléter par un auteur qui fait presque la synthèse des trois premiers. J'ai nommé, en petit d donc, Montesquieu. Alors, tout de suite, petit a,
Ibn Khaldoun, né, je l'ai dit tout à l'heure, en 324. Aristote Petit A, excusez-moi, né en 384 et mort en 322, donc le chiffre est plus petit pour la date de mort, puisqu'il s'agit bien sûr d'un philosophe de l'Antiquité, donc qui a vécu en 384 et qui est mort en 322 avant Jésus-Christ. Aristote, philosophe grec, très célèbre, peut être considéré, me semble-t-il, comme le véritable fondateur de la logique. C'est un philosophe qui a toujours raisonné par définition et classification, et qui a toujours interprété l'être humain, l'humain, l'homme, comme un zoon politikon, autrement dit, un animal politique, un animal social. Aristote estimait que la vie sociale était possible en dehors des sociétés. La vie humaine, considérait donc Aristote, était possible en dehors des sociétés, mais dans ce cas, elle serait d'une valeur très inférieure. C'est ainsi que on retrouve dans le politique, par exemple, chez Aristote, on retrouve dans ses écrits des études sur le cadre social de la société dans laquelle est appelé à vivre justement ce fameux animal politique. L'auteur se distingue de ses prédécesseurs, le philosophe Aristote s'est distingué de ses prédécesseurs et principalement de Platon en utilisant une méthode comparative, en utilisant une méthode inductive. L'auteur, le philosophe, a étudié de manière systématique toute une série de régimes politiques existant à son époque. Mais c'est son observation empirique, concrète, des faits sociaux, qui fait de l'auteur, me semble-t-il, un véritable précurseur de la sociologie politique moderne. Précurseur de la sociologie politique moderne, Aristote. Mais effectivement, Aristote reste, malgré cela, néanmoins, Aristote reste un philosophe. Avant tout. Ibn Khaldoun, 1332-1406, je le répète, pour les dates de naissance, donc mort au tout début du XVe et a vécu au XIVe siècle, jusqu'à la fin du XIVe siècle. Ibn Khaldoun est l'un des penseurs que les historiens de la sociologie ont volontiers qualifié de sociologue. Il est l'auteur, effectivement, d'un certain nombre d'analyses, d'interprétations de la vie sociale, de la vie dans les sociétés musulmanes. Et dès 1377, il a eu l'occasion d'analyser la vie, à l'instar des philosophes grecs, la vie dans les cités arabes. Ibn Khaldoun y a développé finalement des éléments
de sociologie politique. Et le mieux pour appréhender sa pensée, c'est de vous en proposer une courte citation. Ainsi, l'auteur écrit dans Muqaddima, M-U-Q-A-2-D-I-M-A, Muqaddima. Évidemment, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'accès à la traduction, donc en français, de cet ouvrage. Alors, Ibn Khaldun, nous pourrions dire qu'il s'agit d'une science indépendante, avec un objet et des problèmes propres. La civilisation de la société humaine. Et l'explication des accidents et des états qui l'affectent dans son essence. L'examen, poursuit l'auteur, d'un tel objet est une entreprise entièrement neuve. Qu'il se place à un point de vue entièrement neuf, pardon, qu'il se place à un point de vue inaccoutumé. Il ne doit pas être confondu avec la rhétorique, qui est une des sciences de la logique. En effet, la rhétorique a pour objet les discours qui emportent la conviction et qui sont utiles pour obtenir l'adhésion du public en faveur d'une opinion déterminée ou pour l'en détourner. Il n'a rien à voir non plus avec la politique. Cette science traite de l'art de gouverner une famille ou une cité conformément aux exigences de la morale et de la sagesse, afin d'inspirer aux gens un comportement favorable à la conservation et à la pérennité de l'espèce. On pourrait bien dire que c'est une science qui vient de naître. Jamais, je peux l'affirmer, je n'ai rencontré aucun auteur au monde qui ait traité du même objet. L'ouvrage sur la politique, attribué à Aristote, qui est très répandu, renferme des éléments faisant partie de notre science. Il n'y a pas ils ne sont pas, étudiés d'une manière complète, ni étayés d'une argumentation suffisante, et se sont mêlés à d'autres sujets. C'est à Dieu que nous devons la connaissance de toutes ces choses, sans l'enseignement d'Aristote, etc., etc. En fait, on le voit, la Muqaddima est une œuvre scientifique, car basée sur l'observation des sujets, ou d'un fait suivi d'une déduction logique, à la lumière de laquelle est édictée une règle ou une loi. L'objet d'étude d'Ibn Khaldun a donc été la société dans laquelle il a vécu. Son œuvre, disent les historiographes de l'auteur, fut divisée en 6 chapitres. Le 3e a été consacré à la sociologie politique, où il traite du pouvoir dans la société et aboutit à dégager des lois sur la dynamique sociale. Plusieurs siècles avant Auguste Comte. Dégager des lois sur la dynamique sociale à travers la naissance, le développement et puis la mort des empires. Les chapitres suivants ont été consacrés à la sociologie urbaine et à celle économique. Ibn Khaldun
il y a eu l'occasion de disséquer les civilisations sédentaires ainsi que leurs activités, les activités économiques des sociétés sédentaires, des sociétés très anciennes, qu'on n'appelait pas à l'époque primitives. Petit c, après le petit b de Ibn Khaldoun, petit c, Machiavel, 1469-1527. L'auteur a abondé par la suite dans ce sens, dans le même sens, dans une œuvre que tous les sociologues politiques citent, à savoir Le Prince de Machiavel, publié en 1513. Enfin, écrit en 1513 et publié bien après sa mort en 1532. Machiavel était un écrivain et un homme politique italien, né à Florence. Il a été envoyé dans plusieurs États en mission, car il était diplomate. Il a eu cette mission diplomatique à gérer. Machiavel a été obligé de s'exiler et il a rédigé une œuvre. Il a rédigé cette œuvre, Le Prince, pour Laurent II de Médicis, pour tenter de gagner sa grâce, comme on disait à l'époque. Dans ses écrits, l'auteur va traiter du pouvoir dans la politique. Et il va dégager, justement, de ses expériences, de ses constats, il va dégager les qualités que doit avoir, selon lui, tout gouvernant et mettre à même en exergue une qualité qu'il appellera la ruse et le déguisement de la pensée, et ce, dans l'intérêt le plus général, le plus suprême, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la patrie. L'auteur va subordonner la morale à la raison d'État. Ainsi, un roi, une reine, un monarque doit se maintenir durablement au pouvoir. Le pouvoir doit être pérenne, selon Machiavel, pardon. Et s'il doit se maintenir au pouvoir, c'est même à son insu. Alors, à son insu, c'est-à-dire s'il ne le veut pas, s'il ne le souhaite pas. Mais l'intérêt général, l'intérêt de la patrie est supérieur aux intérêts individuels, selon Machiavel. Et du coup, pour se maintenir au pouvoir, il faut tout accepter. Tout est acceptable. Pour atteindre ce but, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir. La ruse, le mensonge, les stratégies d'alliance, surtout avec le peuple, contre les grands, l'utilisation même des fortunes, de l'argent des riches, l'armement pour permettre d'être obéi, le commandement des soldats, par la cruauté même, comme c'était le cas d'Hannibal que Machiavel cite en exemple. Donc on le voit, la ruse, le mensonge, l'assassinat, etc. C'est ce que
nous finirons plus tard. Les philosophes, notamment les sociologues politiques, appelleront tout simplement le machiavélisme pour le pouvoir, pour l'analyse du pouvoir. Le plus important pour le prince, c'est justement de paraître cruel. Il n'y a pas besoin de l'être réellement, d'être cruel. Ce n'est pas nécessaire d'être cruel, mais il faut paraître cruel. Ce qui est vital, c'est, encore une fois, selon Machiavel, le paraître et non l'être. Le souverain est donc contraint de maintenir de lui une opinion qui dissuade les gens de le trahir. Une opinion qui dissuade les gens de le tromper. En fait, ce ne sont que des qualités apparentes. Il faut paraître. Ce ne sont que des qualités apparentes qui sont effectives pour un souverain, en lui permettant d'asseoir une domination politique. Du coup, un roi, par exemple, un monarque, qui paraîtrait fidèle, charitable, intègre, selon Machiavel, un tel roi perdrait très vite le pouvoir. Et ce, même s'il a des qualités objectives. Elles ne doivent pas constituer, ces qualités objectives, une entrave à son action politique. On le voit donc, l'originalité de la pensée de Machiavel réside dans la méthode. Une méthode pour réussir à aboutir à des conclusions. Se donner les moyens de faire, se donner les moyens d'agir, se donner les moyens de décider et de rester donc au pouvoir en l'exerçant de manière y compris cruelle. Cette méthode de Machiavel, eh bien, fait de l'auteur, c'est une méthode préconisée par Machiavel, fait de l'auteur véritablement l'un des principaux précurseurs de la sociologie politique. L'auteur se base sur l'observation directe, comme les deux autres évoqués précédemment, Aristote et Ibn Khaldoun. Les trois auteurs, en effet, se basent sur l'observation directe des faits pour analyser, pour interpréter, pour comprendre la réalité sociale dans sa complexité. Les outils de l'analyse sont, entre autres, la comparaison. On compare les manières de gouverner, on compare les manières de décider, on compare les manières de vivre dans les sociétés. On compare des sociétés différentes. Donc c'est la comparaison. Mais en même temps, l'analyse et l'interprétation, c'est-à-dire une opération mentale, par laquelle on passe des observations d'un fait, justement, à un discours, à une proposition qui rend compte de ce fait ou qui rend compte de ces faits.
on a donc, d'une part, l'observation, la description des faits, et d'autre part, avec les trois auteurs que je viens d'évoquer, et pas uniquement Machiavel, on a donc une observation, une description et une interprétation des faits politiques, des faits sociaux. C'est la raison pour laquelle j'estime que ces trois grands auteurs sont vraiment des précurseurs de la sociologie politique moderne. Décrire et interpréter. Décrire Graphein, G-R-A-P-H-E-I-N, Graphein, ça donnait graphie, comme la géographie, ou la biographie. Décrire et interpréter, c'est-à-dire tenir un discours. Logos, logie. Sociologie, et non pas sociographie uniquement. Ainsi, l'étude du fonctionnement de la société, à la limite qu'on pourrait presque considérer, en lisant Machiavel, cette étude objective à la limite amorale, ne se base effectivement sur aucun a priori. Et Machiavel écrira, je cite, dans Le Prince, « Il m'a semblé plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que son imagination. Il m'a semblé plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que son imagination. » Fin de citation. On le voit bien, le rôle du sociologue est de décrire le fonctionnement d'une société telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'on imagine qu'elle fonctionne. C'est donc à travers tous ces constats, toutes ces multiples constatations de l'auteur, qu'il cherchera à dégager justement des constantes. Ce que Auguste Comte appelait des lois, et ce que les sociologues aujourd'hui se limitent à analyser comme des régularités sociales. Il va dégager des constantes, des relations aussi entre les faits, des successions, des évolutions, etc. L'auteur généralisera à partir d'une série de faits observés. Et c'est justement à partir de cette opération que Machiavel dégagera des lois sociologiques qui régissent, des lois sociologiques qui tendent à expliquer la réalité sociale, à expliquer les faits sociaux. Petite idée, enfin, pour cette première section de ce chapitre consacré justement à la socio-histoire de la sociologie politique. Petite idée, après donc la Genèse, nous verrons plus avant, dans une seconde section, comment on peut définir véritablement notre objet, à savoir politique. Le politique. Petite idée, Montesquieu, pour finir cette section. Montesquieu, né en 1698, mort en 1755. Montesquieu est en fait considéré comme l'un des tout premiers auteurs occidentaux à avoir rédigé un véritable traité de sciences politiques. Nous avons tous, j'espère, les unes et les autres, vous avez tous, chacun, chacune, devant votre écran,
vous avez tous à l'esprit, justement, l'esprit des lois. L'esprit des lois, publié par l'auteur en 1748. Une formidable œuvre qui tente, à partir d'une formidable complexité de phénomènes sociaux, à partir des expériences observées, notamment par Montesquieu, justement de faire ressurgir des lois, des règles, en s'attachant, autant que faire se peut, aux nuances, mais aussi en les relativisant, en se basant sur tous les éléments qui peuvent les influencer. Ces règles de fonctionnement de la vie sociale, c'est-à-dire du fonctionnement de la société politique. L'étude de l'esprit des lois se fait à travers l'examen de lois que Montesquieu considère comme des lois positives. Et là, on retrouve encore une fois l'approche positiviste chère à Auguste Comte. L'ouvrage L'esprit des lois est l'occasion, effectivement, d'examiner les lois positives et leurs fondements. 6 parties de l'ouvrage. À travers 6 parties, l'auteur tente de distinguer les lois positives des lois naturelles. Ou on pourrait dire distinguer les lois naturelles des lois positives aussi. L'auteur tente de déterminer la nature même des gouvernements et des différentes composantes de l'État. Mais aussi, l'auteur montrera l'existence des 3 pouvoirs, en estimant qu'une société démocratique, c'est la séparation de ces 3 pouvoirs. Je les rappelle, le pouvoir législatif, faire des lois. En France, par exemple, aujourd'hui, le Parlement, le Sénat, mais aussi le Conseil des ministres, qui propose des lois. Donc le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif, en France, à double tête, puisqu'il s'agit à la fois de l'Élysée et de Matignon, du président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui, et de l'actuel Premier ministre. Donc on a le pouvoir exécutif, qui est distinct du pouvoir législatif, et enfin, le 3e pouvoir, le pouvoir judiciaire, la magistrature, qui a son autonomie pour sanctionner notamment les contrevenants aux lois de la République. Donc Montesquieu a mis en exergue l'existence de ces 3 pouvoirs et il étudiera, à l'instar d'Ibn Khaldoun, cité précédemment, dans le petit b, eh bien, il étudiera, comme l'avait déjà fait Ibn Khaldoun, l'influence du climat et du tempérament des peuples sur, justement, l'évolution, sur la marche, sur le fonctionnement de la société, sur la marche du gouvernement. C'est la fameuse théorie des climats, où Montesquieu a l'occasion de distinguer au nord, justement, la civilisation, la culture chrétienne, et il opposera le nord au sud, à savoir donc les Mahométans, la culture musulmane,
On ne parlait pas à l'époque de culture arabo-musulmane. Et donc, il étudiera, comme l'avait déjà fait encore une fois avant lui d'autres auteurs, comme Ibn Khaldoun ou d'autres philosophes, mais il étudiera le lien entre le climat, c'est-à-dire la nature, la température, etc., et le tempérament des peuples, c'est-à-dire la culture et les civilisations, dans cette fameuse théorie des climats, où il va opposer, bien avant le philosophe ou pseudo-philosophe Huntington aujourd'hui, le nord et le sud. Là aussi, Montesquieu réussit à raisonner objectivement à partir des faits constatés. Les faits sociaux sont reliés par des liens objectifs, selon lui. Et l'auteur écrit, je cite, dans l'Esprit des lois, je cite donc Montesquieu, ouvrez les guillemets, « Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. » Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. En gros, l'auteur dit la chose suivante, qu'il n'a pas tiré ses principes philosophiques et sociologiques pour interpréter la société. Il ne les a pas tirés de ses préjugés, pour reprendre le mot justement cher à Émile Durkheim. Il n'a pas tiré ses principes sociologiques, philosophiques, de ses préjugés, mais bien de la nature des choses, c'est-à-dire que Montesquieu va chercher justement à étudier, et nous sommes au XVIIe siècle, XVIIIe, fin XVIIe et au début XVIIIe siècle, Montesquieu va chercher à analyser scientifiquement la réalité sociale, le fonctionnement de la société. Et c'est de lui que vient une phrase qui personnellement m'est chère, mais elle est chère aussi à toute une série d'amis, de collègues de la, entre guillemets, communauté sociologique. Je cite justement cette idée de Montesquieu, selon laquelle la science étudie le réel loin de tous a priori, car il dit, donc, le sociologue, le chercheur, entre guillemets, donc, doit dire ici ce qui est et non ce qui doit être. Dit ici ce qui est et non ce qui doit être. Et c'est donc à travers ces auteurs de la sociologie moderne, justement, c'est à travers ces auteurs que la sociologie politique va acquérir, me semble-t-il, ses principaux fondements épistémologiques et méthodologiques. C'est cette manière de penser qui lui donnera, cette opération mentale notamment, qui donnera à Montesquieu justement la qualité. Cette opération donnera la qualité de science indépendante des autres disciplines. La sociologie politique, progressivement, sera indépendante de la philosophie, indépendante de l'histoire, indépendante de la rhétorique. Et la sociologie politique va se distinguer justement
va s'en distinguer par une démarche propre et justement un traitement empirique des phénomènes sociaux. J'en arrive à la deuxième section que j'ai intitulée très simplement « Le politique ». Deuxième section donc de ce chapitre consacré à un essai de socio-histoire, de genèse donc à la fois de la sociologie politique et aussi de la philosophie politique. Alors, le politique. Comme toujours, vous êtes habitués, je crois, maintenant, à cette manière que j'ai de faire un retour systématique à l'étymologie. En tout cas, pour comprendre ou pour mobiliser mieux pour, en ce qui me concerne, donc bâtir des concepts sociologiques. Alors, le mot politique. Il vient, on le sait, du mot grec. Polis. Et la parenté est très claire entre ce terme et le terme polis, qui veut dire cité, ou parfois ville, métropolis, métropole. Mais il est indiscutablement plus proche du mot politica. Ce terme politica a un sens précis. Et justement, c'est tout ce qui concerne l'État, la Constitution, la République, la souveraineté, les régimes politiques. Et c'est justement là le mot qui fut repris, le terme qui a d'ailleurs été repris par le latin pour en faire le mot politicus. Dans le dictionnaire, le Larousse, c'est l'adjectif de la chose relative à l'organisation. C'est l'adjectif de la chose relative à l'organisation du pouvoir dans l'État et à son exercice. Dans le dictionnaire, le Littré, la politique comme la science du gouvernement des États. Et le Robert, le dictionnaire Robert, est plus large encore dans la définition qu'il va en donner, que le dictionnaire va en donner, puisqu'il spécifie que c'est la pratique du gouvernement des sociétés humaines. Ce terme désigne ainsi toutes les définitions. Dans toutes les définitions, pardon. L'exercice du gouvernement est politique, à la fois l'exercice et l'organisation du gouvernement. Là où l'on remarque des différences, c'est justement au niveau du cadre tracé pour l'exercice de ce gouvernement. Quelques philosophes, quelques sociologues parlent d'État, alors que d'autres parlent de société humaine. La deuxième acception est beaucoup plus large, et elle englobe justement l'État. En effet, on peut diriger n'importe quel ensemble de personnes. On peut gouverner n'importe quel ensemble de personnes, n'importe quel groupe humain, n'importe quel ensemble de groupes humains.
Et d'ailleurs, ces groupes peuvent constituer une fédération, peuvent constituer un État, peuvent constituer un ou plusieurs États, plusieurs associations. Dans ce sens, le politologue André Auriou écrit, je cite, « L'État n'est pas la seule société dans laquelle les hommes se trouvent engagés. Il existe des quantités d'associations, des quantités de clubs, des quantités de partis politiques, de syndicats, d'églises ou de groupes, à l'intérieur desquels des phénomènes de conduite des hommes se produisent, phénomènes qui ont, par suite, un caractère politique au sens large du terme. » Je rappelle, je relis, et en ouvrant les guillemets, donc, André Auriou. L'État n'est pas la seule société dans laquelle les hommes se trouvent engagés. Il existe des quantités d'associations, de clubs, de partis politiques, de syndicats, d'églises ou de groupes à l'intérieur desquels des phénomènes de conduite des hommes se produisent. Phénomènes qui ont par suite un caractère politique au sens du terme, au sens large du terme, pardon. Fin des guillemets, fin de citation. Mais pour Max Weber, l'un des pères, ou le père de la sociologie allemande, pour Max Weber, le politique est l'adjectif de toute action qui tend à exercer un pouvoir, qui tend à exercer le pouvoir, ou même à en influencer la répartition entre les États ou au sein même de l'État entre divers groupes de personnes. Le politique, pour reprendre Georges Burdeau, B-U-R-D-E-A-U, Georges Burdeau, politologue, le politique est, je cite, toute action ou situation où se traduit des relations d'autorité et d'obéissance. Relations d'autorité et d'obéissance. Le politique est ainsi, pour tenter de résumer pour vous les choses et les pensées et les auteurs, le politique est l'organisation et l'exercice de l'autorité ou du gouvernement, quel que soit son cadre. Le politique, organisation et exercice de l'autorité ou du gouvernement. Ainsi, avant de clore ce point, je dirais, qui concerne la définition même du politique, je voudrais remarquer avec vous que, suivant l'utilisation du terme, au masculin, le politique, ou au féminin, la politique, eh bien, son sens est différent. En effet, le politique veut dire tout autre chose que la politique. Au masculin, le terme politique semble effectivement empreint de beaucoup plus de solennité. Le politique. Ça fait très philosophique, ça rappelle Aristote, le politique, un traité sur le politique. Le politique est solennel, alors que la politique, au féminin, devient banal, jusqu'à même en devenir péjoratif. La politique, faire de la politique. Beaucoup de gens vont vous dire dans la rue « Ah, moi, j'aime pas la politique. Je ne fais pas de... m'intéresse pas à la politique. » Bon. Il y a un aspect très péjoratif au féminin de ce mot, politique. Alors que le politique, ça place, ça classe les gens. Bon, ça fait sérieux. En effet, le terme utilisé au masculin
renvoie aux structures qui exercent un pouvoir politique dans la société. C'est une vision très, je dirais, statique des choses. Alors que, au féminin, le terme renvoie au phénomène politique, à l'action politique, à l'action publique. Et dans ce cas, la politique devient une notion extrêmement dynamique des phénomènes sociaux. Pour conclure justement ce chapitre, venons-en maintenant à une troisième section, et en évoquant non plus le politique, mais la sociologie politique. La sociologie politique. La sociologie politique, et c'est donc le troisième et dernier point pour aujourd'hui en tout cas, troisième section de ce chapitre, consacré encore une fois à la genèse, à l'histoire à la socio-histoire de l'idée même du politique, et aussi surtout de la sociologie politique. La sociologie politique doit être considérée par nous toutes et tous en sociologie comme une science. Ce n'est pas un discours militant. Nous n'utilisons pas des notions. Nous n'avons pas à agir sur le politique, à agir sur la politique, à agir sur les politiques. La sociologie politique doit, comme science, décrire, interpréter, analyser, donner à voir, rendre compte, etc. La sociologie politique comme science des sociétés humaines, science des faits sociaux, non dans leur globalité, mais science des faits sociaux liés au pouvoir, liés à son organisation, liés à son exercice et aussi à sa transmission au sein des groupes, au sein des groupements humains. Et donc, la sociologie politique est la science des sociétés humaines, la science des groupements humains qui prend aujourd'hui, ou qui prennent aujourd'hui les groupes humains, principalement la forme d'État, avec un grand E, l'État. La sociologie politique apparaît avoir comme objet une sorte de double objet. D'une part, l'État, d'autre part, les citoyens qui composent le peuple, populus, le peuple démos. Et donc, l'État, pour l'intérêt général, à travers ses institutions, et la société civile, les intérêts privés, à travers les organisations. Et donc, cette première donnée soulève de vives controverses dans le monde de la sociologie politique. En effet, il y a deux doctrines en sociologie politique. La première, certains sociologues politiques, philosophes du politique, considèrent la sociologie politique comme la science de l'État. Alors que d'autres considèrent qu'elle est uniquement la science du pouvoir. Il y a donc une sorte de rivalité intellectuelle
Et cette rivalité révèle un paradoxe, révèle une antinomie entre les notions, d'une part, de pouvoir et la notion, d'autre part, d'État. Le débat a donné lieu à deux conceptions, justement, de la sociologie politique. La première, celle qui considère que le terme même de politique vient de polis, la cité, la ville, qui vient de polis, qui veut dire aussi, pour eux, cité, nation ou groupement qui aujourd'hui a pris la forme d'État. Ce raisonnement nous amènerait à dire que la sociologie politique est ainsi la science de l'État. Les tenants de cette conception, puisqu'il faut citer aussi, je dirais, ces sources, j'en profite pour citer mes sources bibliographiques, et vous inviter à les consulter, les œuvres, les ouvrages. Les tenants de cette conception sont Georges Davy, D-A-V-Y, Marcel Prélot, P-R-E-L-O-T, Marcel Bridel, B-R-I-D-E-L, c'est un nom plus connu, pour le nom, et un certain nombre de sociologues de l'ancienne URSS, des sociologues politiques de l'ex-URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, et donc qui considéraient que justement la sociologie politique englobe, je cite Marcel Prélot, la totalité des diversités étatiques. La totalité des diversités étatiques, la sociologie politique, pour aboutir justement à inclure comme objet de ces réflexions l'État dans ses formes historiques, dans ses formes plus ou moins parfaites, plus ou moins imparfaites, et surtout dans son cadre international. Une deuxième conception, puisque je vous ai évoqué un paradoxe, une antinomie entre les notions de pouvoir et les notions d'État, la deuxième conception me semble personnellement plus moderne. Je dirais même plus réaliste. C'est celle que personnellement je tente de pratiquer, à savoir que je considère, avec d'autres bien sûr, après d'autres et aussi avant d'autres, que la sociologie politique est la science du pouvoir, la science de l'autorité, la science du gouvernement, du commandement même, dans quelque société que ce soit, et pas uniquement notre société moderne, contemporaine ou occidentale. Le pouvoir, en effet, s'exerce et existe dans tous les groupes humains. Le pouvoir s'exerce dans tous les groupements sociaux, dans toutes les organisations sociales, et ceux même les plus microscopiques. C'est ainsi que le pouvoir est présent non seulement dans le cadre de l'État, mais aussi dans les entreprises, les partis politiques, les syndicats et même la famille. Et cette conception a été défendue en France par de très grands noms. Je pense bien sûr à Georges Vedel, V-E-D-E-L, ou à Georges Burdeau, B-U-R-D-E-A-U, qui sont l'un et l'autre des auteurs de traités de sciences politiques ou de sociologie politique. Selon les ouvrages, les traités, etc., les titres d'articles
ou d'ouvrages des deux grands auteurs politistes, que l'on appelle politistes. En fait, j'aimerais, autant que faire se peut, dépasser cette fausse opposition, comme je l'ai appelée dans l'un de mes ouvrages, Territoire et profession, consacré à une réflexion sur les modes de construction des identités individuelles et collectives, sur les formes de construction des identités, à savoir le territoire et la profession, où j'ai tenté de rapprocher, de tout faire en tout cas pour rapprocher ces deux conceptions, en disant que les tenants de la première conception ont limité l'étude au cadre étatique, du fait même qu'ils considéraient que cette forme d'organisation était parfaite. C'est donc là, me semble-t-il, une conception un peu, un tantinet mythique de l'État. Car évidemment, il n'existe pas, il n'a jamais existé, il n'existera jamais d'organisation parfaite. Mais rien n'empêche de raisonner dans des cadres imparfaits, des cadres en constitution, des cadres en évolution. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas donner, me semble-t-il, trop de poids à cette controverse. Ainsi, la sociologie politique est-elle, on peut le dire en conclusion de cette section, une démarche scientifique consacrée à l'étude de l'organisation du pouvoir et à l'étude de sa transmission dans tous les groupes humains organisés, dont l'État n'est qu'une forme parmi d'autres. Cette définition nous permet ainsi de situer la sociologie politique par rapport, justement, à certaines sciences que l'on dit voisines, comme les sciences politiques, ou la science politique, ou encore les sciences juridiques, à savoir le droit. Ainsi donc, lors de notre prochain cours, j'espère peut-être par Zoom ou en tout cas en direct, à minima, en direct avec vous, donc dans le cadre de cet enregistrement des enseignements, puisque nous n'avons pas d'autres, pour l'instant, alternatives, mais en attendant la reprise des enseignements en présentiel, eh bien, je vous remercie pour votre aimable attention et surtout pour votre compréhension. Voilà. Maintenez-vous en pleine forme et je vous souhaite une agréable continuation et une belle semaine. Je vous remercie.